La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Les Aventuriers produit par La Fabrique Audio. Et aujourd'hui on file au Sri Lanka avec Julien, un voyageur, également un auditeur de notre podcast Les Aventuriers. Il a écrit un livre qui s'appelle Sri Lanka, le faux départ, dont on va parler ensemble aujourd'hui. Salut Julien. Salut Florent. Julien, en 2020, tu avais un énorme projet, tu voulais faire un tour du monde. Tu devais réaliser ce tour du monde sur 2 ans, il y avait 24 pays qui étaient prévus. Pourquoi à la base ce projet, Julien ? Écoute, ça s'est inscrit dans le cadre d'un burn-out professionnel, je vais dire. Enfin, disons que c'est un rêve de gosse déjà à la base, qui a mûri quand j'ai rencontré mon mari, qui partage la même passion pour le voyage que moi. Et en fait, le projet s'est vraiment accéléré dans nos têtes quand on a commencé à être un petit peu surmené professionnellement. On a beaucoup travaillé et ce rêve de gosse est revenu. Et tout d'un coup, on s'est dit que pour pouvoir tenir dans la durée, il fallait qu'on se donne les moyens de réaliser ce rêve qu'on avait depuis longtemps. Enfin, moi, plus que mon mari à la base. Et donc, on a commencé à travailler très dur, mais dans un but précis pour le coup, ce qui a permis d'aller au-delà de nos propres limites. On a repoussé clairement les limites mentales qu'on avait et on a travaillé très dur 1 an et demi pour pouvoir mettre les sous de côté parce que la condition d'un tour du monde, bien sûr, c'est aussi la partie financière. Et donc, pendant 1 an et demi, on a cravaché pour au final s'offrir cette liberté potentielle de 2 ans qu'on était censé vivre. Et voilà. Et donc, on avait 24 pays au programme de ce magnifique projet. Il y avait quoi comme pays qui était prévu ? Écoute, de tête, le Sri Lanka bien sûr pour commencer, on avait l'Inde, on avait le Vietnam, le Cambodge, on avait les îles Fidji, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, la Colombie, j'en passe. Enfin, que des beaux pays au programme qu'on ne connaissait pas. On devait faire une boucle comme ça, d'est en ouest, qui devait durer 2 ans et donc en gros on devait passer 1 mois par pays. Il y avait quoi comme budget prévu à la base ? J'entends que vous avez tous les deux cravaché, ça sous-entend que vous avez fait des heures sup pour vous payer ce beau voyage de 2 ans autour du monde. Et le budget, vous l'aviez établi à combien pour ces 24 pays ? Écoute, on s'est basé sur les remontées budgétaires des autres voyageurs. Grâce à certains sites, on a des données très précises qui nous ont permis de partir sur une base indicative de 15 000 € par an et par personne. Donc si on fait le calcul, on avait un budget de 60 000 € pour nous deux pour les 2 ans. Et c'est sûr que c'était une base conçue sur le fait qu'on allait voyager en backpack, en sac à dos et au plus près de la vie locale pour pouvoir dépenser le moins possible dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, etc. pour nous octroyer un maximum de budget pour la partie loisirs. Alors, ton mari, on va donner son prénom parce qu'il a fait partie du voyage, même si ce voyage, on va le voir, n'a pas duré 2 ans, mais a été un petit peu plus court. Comment il se prénomme ? Nicolas de son prénom, et bien sûr, sans lui, bien sûr, le projet n'existe pas, donc Nicolas a toute sa part dans ce magnifique projet, bien sûr. Avant de partir, vous faisiez quoi comme job ? Alors Nicolas était directeur d'un restaurant vietnamien qui s'appelle James Boon à Paris. C'est une chaîne aujourd'hui qui s'est bien développée. Et de mon côté, je suis freelance depuis 2009. Je suis attaché de presse dans la musique et j'accompagne la plupart du temps des artistes en développement pour les aider dans leur carrière à toucher les premiers médias. On sait que c'est un monde compliqué, donc du coup je fais ça depuis 2009 déjà. Ouais. Et lui et moi avons tout quitté. Donc Nicolas a démissionné, fait une rupture à l'amiable. Et de mon côté, j'ai simplement fermé ma boîte temporairement le temps de ce projet. Alors on verra ensuite comment vous avez pu rebondir à la fin de ce tour du monde, ce mini tour du monde, en fait ce tour au Sri Lanka, parce que vous allez donc y rester seulement 1 mois, c'est en janvier 2020, et au bout d'1 mois, c'est le début d'une longue série de mésaventures. Avant de parler de ces mésaventures, mais on aimerait quand même connaître votre parcours là-bas, lorsque vous êtes arrivé au Sri Lanka. Donc pour commencer, vous arrivez à la capitale. Exactement, on atterrit du coup le 13 janvier 2020 à Colombo, la capitale du Sri Lanka. Immédiatement, on découvre un peuple très dépaysant, très à l'opposé de ce qu'on peut connaître chez nous. On se rend compte que la vie locale est bien éloignée de la nôtre. Les gens fonctionnent beaucoup en communauté, des marchés locaux très vivants, très colorés, très olfactifs aussi. Il y a du bon et du mauvais dans tout ça, mais on découvre une culture très différente et immédiatement le dépaysement opère. On oublie les heures de voyage qui ont été derrière nous et on se laisse porter. Et c'est vrai qu'en voyageant en sac à dos, on a une totale liberté d'aller d'un point A à un point B. On a très vite opéré pour les bus locaux, qui est le moyen de transport le plus simple au Sri Lanka, et les trains, parce que les trains font partie des plus belles lignes du monde. Ils ont des trains formidables qui sont un petit peu rudimentaires dans le confort, mais en tout cas traversent des paysages de champs de thé fascinants et incroyables.
La seule difficulté qu'on avait, c'est qu'on est parti dans ce projet avec 25 kilos de sac à dos chacun sur le dos. Autant te dire qu'on avait prévu toutes les situations potentielles en termes de météorologie. Mais 25 kilos sur le dos, clairement, plus jamais. Quand on nous pose la question sur les réseaux, comment vous faites aujourd'hui pour voyager avec 5 kilos, on explique qu'on est passé par 25 et que quand on l'éprouve pendant un mois comme ça, sous 35 degrés, clairement, on le fait plus jamais. Ça veut dire que vous aviez tout mis dans le sac en pensant à plusieurs tenues pour un an et puis que vous vous êtes dit après que c'était beaucoup trop, quoi. C'est ça en fait. Je pense que pour pouvoir faire le tri dans son sac, clairement la meilleure solution c'est d'éprouver les choses, c'est de partir trop chargé. On le fait tous naturellement, que ça soit les copines qui partent avec tout l'attirail de maquillage et de coiffure et de sèche-cheveux et puis les garçons avec autre chose. Nous, si tu veux, l'idée c'était aussi de faire quelque chose de ce voyage, d'en laisser une trace. Donc on est parti avec un blog qu'on avait ouvert quelques mois auparavant et donc pour alimenter un blog, il faut tout un lot de matériel informatique, que ce soit le drone, les boîtiers de photos, que ce soit les batteries de rechange, que ce soit la GoPro pour les situations de plongée, etc. Donc tout ça, finalement, mis bout à bout, fait que ça faisait 10 kilos de matos informatique chacun à porter, plus notre sac à dos principal avec les vêtements pour 2 ans. Et effectivement, on a essayé de pallier à toutes les situations. Mais ce qui est ridicule, parce que quand tu te rends compte que finalement, à part partir en pleine jungle ou dans un pays très très reculé ou très isolé, finalement, tu as des magasins partout. Niveau pharmacie, tu as tout partout. Donc c'est très, très facile finalement de trouver tout ce qui te manquerait dans un voyage. Donc plutôt que de le transporter, notre conseil c'est de partir le plus léger possible et finalement ça offre une très très grande liberté, la légèreté. À peine avez-vous atterri à l'aéroport de Colombo, donc la capitale, tu le disais Julien, du Sri Lanka, que l'aventure a commencé sur les chapeaux de roue des galères qui ont commencé à voir le jour déjà. Oui, ça fait partie de l'aventure. Disons qu'on a beau vouloir tout prévoir en amont. Moi, c'est vrai que j'avais ce vilain défaut que j'essaie de corriger avec le temps, avec l'expérience, de vouloir baliser un maximum de choses, pensant que sur place, tout serait au vert. Bon, malheureusement, le voyage, c'est pas ça. La vie n'est pas ça non plus. Et donc, rapidement, il y a des petites galères de voyage, mais qui ne sont rien par rapport à celle qui m'arrivera en fin de séjour. On va en parler, j'imagine. Mais bon, disons que les petites galères font aussi le charme du quotidien. C'est quoi les petites galères de début? C'est les galères avec les taxis par exemple? Disons que oui, les galères de taxi, et puis encore une fois, le poids de nos sacs finalement a représenté très vite un handicap parce qu'on se rend compte quand tu as la fatigue, que tu as la chaleur, que tu as ces sacs qui sont très contraignants puisqu'il faut imaginer qu'on a le sac principal de 16 kg derrière notre dos et le sac multimédia devant. Donc ça laisse très peu finalement de liberté de mouvement, on voit pas nos pieds, on marche comme ça avec ce poids qui est certain, tu vois, sur les épaules. Donc dès qu'il faut chercher un hébergement, poser nos sacs quelque part, on n'est pas serein parce qu'on sait que dans ces sacs, entre nos 2 sacs, il y en a pour 10 000 euros de matos, tu vois. Donc dès qu'on pose ces sacs, on n'est pas serein, on est aux aguets. Alors non pas que le Sri Lanka ou un autre pays soit plus insécure que le nôtre, pas du tout, mais c'est sûr qu'il faut imaginer que ces pays-là qui sont, on va dire, moins développés que les nôtres, peuvent être tentés, comme ça arriverait en France, par du matériel qui traînerait, etc. Ça arrive aux voyageurs, ça ne nous est pas arrivé, heureusement, mais ça pourrait arriver. Mais en tout cas, dans notre tête, ça nous a créé une espèce de stress, d'angoisse permanente. Après, ça peut être un taxi qui t'amène pas forcément au bon point de destination. Alors, est-ce que c'est une question d'incompréhension? Est-ce que c'est qu'il essaye de faire un petit détour pour gagner un petit peu plus? Mais tout ça, encore une fois, dans tous les voyages qu'on a pu vivre, ça fait partie du voyage, il faut le savoir. Et en fait, j'ai remarqué que c'est surtout l'attitude qu'on adopte par rapport à tout ça qui conditionne finalement l'issue du petit problème, entre guillemets. Est-ce que si c'était à refaire, au fond, tu te déplacerais avec moins de choses, moins de matériel? Est-ce que y aller avec, tu disais 10 000 euros de matériel, ça vaut vraiment le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Honnêtement, non. Et puis d'ailleurs, depuis 2020, on a fait d'autres voyages où on est parti. Tu vois, on est parti en 2021 en Équateur 3 mois avec 5 kilos sur le dos chacun. Et clairement, on passe de 25 à 5 kilos. Clairement, non, parce que déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Internet, on a la chance d'avoir toute une bibliothèque de contenu. Donc, je pense que tous les pays du monde, en tout cas tous les plus connus, sont photographiés, illustrés en vidéo, etc. Donc, il y a déjà ce qu'il faut en termes de vidéo, que ce soit les drones, les GoPro, etc. Après, je peux comprendre qu'on veut immortaliser les souvenirs, mais finalement, le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est d'écrire mes souvenirs. Et finalement, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à travers mes mots, les gens qui peuvent me lire me disent que c'est hyper immersif, hyper descriptif et que les gens arrivent bien à s'imaginer les odeurs, les couleurs, les situations. Donc pour moi, finalement, c'est partir avec un carnet de notes et un crayon, c'est la légèreté assurée et derrière retranscrire les émotions de cette façon-là. Après, encore une fois, je peux comprendre quand on part en voyage dans des paysages fascinants, on est tous tentés de prendre une belle photo, de faire une belle vidéo. Il faut juste après avoir la capacité de supporter le poids et ça va vite avec le matériel informatique.
Tu le disais à l'instant, tu as décrit toutes ces odeurs, tous ces paysages dans le livre dont on va un petit peu parler aujourd'hui, dont on parle un petit peu aujourd'hui. Ça s'appelle Sri Lanka, le faux départ, un livre qui est auto-édité. Et alors je le dis, il y a des descriptions qui sont claires, on est immergé efficacement, mais il y a aussi beaucoup de poésie. On sent qu'il y a de la poésie dans toutes les phrases que tu écris. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si ça se fait de manière un petit peu naturelle, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on lit tes pages. Écoute, c'est un super compliment. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'écris depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'en ai 37 aujourd'hui, donc ça fait un petit moment maintenant que j'écris. Je suis quelqu'un d'assez, je pense, poétique. J'aime bien romancer les choses, j'aime beaucoup les métaphores, j'aime beaucoup l'usage de la langue. Alors après, je peux faire des petites fautes d'usage, bien sûr, mais c'est sûr qu'à force de manier la langue, je pense être capable de faire des phrases qui retranscrivent des émotions. Ce qui est sûr, c'est que j'aime transmettre des émotions, j'aime laisser parler mon cœur, et ce dont je suis fier avec ce livre, c'est que c'est un livre, il faut savoir que je l'ai écrit en 2020. J'ai fini de le retravailler dernièrement, parce qu'on va en parler, c'est pour une famille dans le besoin, donc je l'ai retravaillé et mis en forme comme ceci. Mais je l'ai écrit en 2020, et surtout, je n'ai pas voulu retravailler de trop mon écrit pour être certain que le message qui passe soit celui du cœur. Tu vois, si je commençais à retravailler ce livre en voulant en faire un exercice stylistique, littéraire, je pense qu'on perdrait l'essence. Voilà, là c'est un cœur qui parle, c'est des émotions brutes, elles sont écrites au jour le jour, et il y a peu de travail de réécriture pour pas justement trahir la véracité du propos et l'authenticité de ce que je peux vivre et retranscrire. Je pense que je retranscris vraiment ce que mon cœur me dicte. Je pense laisser en cours de route certaines choses qui sont accessoires, mais en tout cas ce qui est dans le livre, c'est vraiment ce que mon cœur a retenu et ce qu'il avait envie de partager à l'instant T, quoi. On l'a dit en préambule, le voyage ne va pas durer 2 ans et 24 pays, mais va finalement ne durer qu'un mois, et c'est au Sri Lanka qu'il va s'arrêter. Il y a une mésaventure qu'on va raconter tout à l'heure, mais on continue à découvrir avec toi, Julien, si tu le veux bien, le Sri Lanka. Bien sûr, avec quelle plaisir. est la spécialité, la première spécialité culinaire que vous avez pu goûter? Écoute, Arrivé sur place. Il y en a une fantastique. Elle nous a attirés par le bruit. Il faut savoir qu'on est arrivé à Colombo, dans la capitale, puis dans les petites villes à côté, et on entendait des tac 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 métalliques, des bruits métalliques assez prononcés. Et puis un soir, on s'est avancé vers une gargote pour voir d'où provenait ce bruit métallique. Et là, on a vu des Sri Lankais couper des espèces de galettes de blé comme ça, mélangées à des légumes et du poulet. Je crois que c'était du poulet. Et ça s'appelle le kotu roti. C'est une spécialité sri-lankaise qui est à base du coup de viande, de légumes et de galettes de blé coupées comme ça très finement, le tout mélangé et mis en forme sur une plancha, assemblé sur une plancha. Le goût est exquis, c'est un plat tout simple, c'est un plat bon marché, mais pour le coup, les saveurs sont indescriptibles. Tu vois, j'en ai encore le goût, l'odeur sur la bouche, le goût sur la bouche. Mais c'est vrai que ce plat-là, j'ai eu l'occasion d'en remanger un il y a pas longtemps à Paris, parce qu'à Paris, on a la chance d'avoir l'ensemble des pays représentés, et il y a un restaurant sri-lankais. Écoute, ce plat, c'est vraiment pour moi un souvenir mémorable, parce que c'est la première impression que j'ai eue culinairement parlant du Sri Lanka, et c'est un plat tout simple, mais qui reprend, je pense, toutes les odeurs, les couleurs dans un plat, quoi. C'est la magie, ce plat. Là, tu viens de nous parler du premier plat que tu as goûté, la première impression culinaire que tu as eue en arrivant au Sri Lanka. Quelles sont les premières rencontres que vous avez faites là-bas au Sri Lanka, et quelles sont les rencontres qui ont été marquantes? Il y a évidemment la rencontre avec cette famille dont on va parler tout à l'heure, mais hormis cette famille, il y a quoi comme rencontres comme ça qui vous ont marqué à tous les deux? Écoute, il y a cette famille, on va en parler parce qu'elle fait partie du livre. Voilà. On a aussi les cueilleuses de thé, qui sont des femmes incroyables. On a eu l'occasion de passer du temps avec elles, parce que c'est vrai que beaucoup de touristes, par manque de temps, j'imagine, vont dans les champs de thé faire la photo instagrammable, mais peu prennent le temps de leur parler, de s'intéresser vraiment à leur parcours. Et ces femmes nous racontaient le labeur qu'est leur journée, quand tu penses qu'elles travaillent toute la journée sous des 35 degrés à l'ombre, en arrachant les feuilles de thé à la force des mains. Enfin, on l'a fait avec elles pendant une demi-heure, et crois-moi qu'au bout d'une demi-heure, on avait mal aux mains, quoi. Et elles font ça toute la journée, dans le sourire, en gagnant 2,50 €. Donc, tu vois, c'est vraiment... Il y a cette rencontre-là, il y a les pêcheurs qu'on a pu rencontrer, qui nous expliquaient à quel point la difficulté de vivre de la pêche. On a des villageois qui nous racontaient la difficulté de travailler avec des touristes, parce que le tourisme au Sri Lanka est développé, mais il y a la concurrence qui s'installe avec les villes qui plongent progressivement vers les complexes hôteliers en bord de plage, etc. On a rencontré... des familles attachantes qui sont un petit peu isolées dans des champs de thé, qui vivent là comme ça de façon sommaire, qui nous accueillent à bras ouverts et qui
qui nous donnent tout alors qu'on n'est rien pour eux. Enfin, c'est vraiment des rencontres comme ça simples, mais qui sont des rencontres de cœur. Et encore une fois, Soumit et sa famille, qui sont l'objet du livre aussi. Je garde en mémoire notamment une soirée où on sortait de la douche et où Soumit a débarqué dans la chambre avec l'album de famille. Et il nous a expliqué la rencontre avec sa femme, nous a montré les photos de son mariage. On venait de se rencontrer, quoi. Et il nous a partagé un bout de sa vie comme ça spontanément. Et je me suis dit, mais ça, c'est forcément des rencontres de cœur. Enfin, pour parler de ce genre de choses qui sont très intimes, il faut avoir confiance en la personne. Et je pense qu'à travers nos regards, on a compris qu'on était des gens vrais, des gens authentiques. On s'est compris. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'il nous a ouvert son cœur. Il nous a rencontré cette histoire avec sa femme qu'il a rencontrée au lycée. Il l'a attendue parce qu'elle est partie, elle, de son côté. Lui, il est parti en Malaisie pour le travail. Et puis, ils se sont retrouvés, ils se sont attendus, ils se sont mariés. Ils vivent avec la maman il vit avec la maman de sa femme, avec sa belle-mère. Et du coup, ils avaient, parce que voilà, je dois parler au passage aujourd'hui, ils avaient un coffee shop et une maison d'hôtes avant la pandémie. Et malheureusement, la pandémie les a forcés à tout arrêter. Et c'est aussi, du coup, l'objet de mon livre. Alors là, on va arriver tout de suite à cette mésaventure. On laisse traîner le suspense depuis le début. Mais le drame se déroule quoi, en fin janvier, du coup ? Début février ? Il arrive fin janvier. Nous nous trouvons à ce moment-là. Ouais, nous nous trouvons à Anuradhapura, qui est une ville au nord du Sri Lanka. C'est une ville sainte à l'époque, avec un riche passé historique. On arrive à Anuradhapura et tout simplement, on prend nos quartiers dans une maison d'hôtes, avec une maison d'hôtes très charmante d'ailleurs. Les gens sont adorables. On part le soir comme ça chercher un restaurant. Tout se passe à merveille et puis tout d'un coup, alors que nous parlions avec Nicolas, je ne vois pas le danger arriver parce qu'il faut imaginer qu'au Sri Lanka, il y a des trottoirs qui sont ensuite composés de trous béants qu'on ne voit pas forcément parce qu'il manque d'éclairage public et c'est la chute que je fais. Je fais une chute de 2 mètres dans un caniveau et c'est comme si le sol se déroubait sous mes pieds. Je n'ai absolument pas vu le danger arriver. J'ai fait une chute de 2 mètres de tout mon poids. Je me suis fracassé la tête, ouvert le bras, cassé le pied. Et au moment où j'entends mon mari hurler, des Sri Lankais viennent l'aider et me porter secours. Et au moment où il me tire de ce trou, je comprends immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens plus mon pied. Je sens en tout cas une douleur atroce dans le pied. Et je comprends qu'il y a quelque chose qui va m'handicaper pour la suite. Et derrière, on est conduit dans un hôpital, un hôpital comme on en voit dans les films, c'est-à-dire un espèce de dispensaire sans aucune hygiène, avec les chiens errants dans l'hôpital, les moustiques, les gens qui hurlent, les gens qui meurent, le manque de moyens, etc. Et si tu veux, paradoxalement, même si c'est hyper difficile à vivre, hyper difficile de voir ça de ses propres yeux, je relativise sur ma situation en me disant « ça va, je suis en vie, je n'ai qu'un pied cassé, ça va aller ». Là, à ce moment-là, tu sais que ce n'est qu'un pied cassé. Disons que j'ai la sensation que mon pied, clairement, je savais pas à ce moment-là qu'il était cassé parce qu'il a fallu qu'on fasse des examens, mais en tout cas, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mon bras, clairement, je voyais que la plaie sur 4 cm était bien ouverte, pleine de merde, puisque j'ai fait une chute dans le caniveau. Donc, si tu veux, derrière, on m'explique qu'il n'y a pas de médecin, qu'il va falloir que je prenne mon mal en patience. Donc, quand on te dit ça, j'avoue que si j'avais été en France, j'aurais sûrement eu une réaction un petit peu allergique où j'aurais demandé à voir un responsable, je me serais, tu vois, emporté, c'est pas normal. Mais là-bas, quand on te dit ça et que tu vois autour de toi ce qui se passe, je me suis dit c'est la fatalité, il n'y a pas de médecin, donc il faut que j'attende. J'attends plusieurs heures comme ça, j'attendrai 13 heures le bras ouvert pour information et j'attends plusieurs heures avant de pouvoir passer ma première radio. On me conduit à la radio alors que je suis couvert de merde, on n'a même pas pris le temps de me faire prendre une douche et là on me fait prendre cette radio avec des machines qui sont un petit peu rouillées, etc. Bon, je prends une douche derrière tout ça, le temps passe, on nous explique qu'il faut attendre la nuit, qu'on doit rester dans le dispensaire toute la nuit. Je passe cette nuit comme ça, les yeux à demi ouverts sans trouver le sommeil parce qu'on est dévoré par les moustiques. Et Nicolas est toujours à tes côtés, j'imagine ? Nicolas est toujours à mes côtés. Ouais. Je souffre aussi pour lui parce qu'évidemment, cette situation le plonge aussi. Nicolas est beaucoup plus introspectif que moi. Il ne va pas forcément exprimer ses émotions, mais je vois à travers son regard qu'il est fatigué, qu'il est dépassé par la situation et qu'il est crevé, quoi. Clairement, on ne ferme pas l'œil de la nuit. Et le lendemain matin, le docteur vient me voir avec les radios et il m'explique qu'en gros, selon lui, j'aurais une petite entorse, mais qu'une attelle devrait faire l'affaire. Bon. De là, le directeur de l'hôpital prend les choses en main parce qu'on est des touristes, parce que je suis blanc et que j'y ai vu une sorte de privilège. Il m'a vraiment fait passer avant tout le monde. Alors sur le coup, si tu veux, j'ai pas eu. Là, je serais pas honnête de te dire que j'ai vu ça comme ça tout de suite. J'ai été content sur le coup d'être pris en charge tout de suite. Je vais pas dire le contraire. Et avec le recul, maintenant que j'ai eu le temps de bien repenser à tout ça, j'avoue qu'il m'a clairement privilégié. Et pour moi, ça m'a posé un problème de conscience de me dire mais pourquoi moi j'ai été privilégié alors que des Sri Lankais étaient en train de mourir, avaient une situation plus grave que la mienne. Bon, ça s'est passé comme ça. Il m'a
privilégié, il a pris les choses en main, il m'a fait parvenir une attelle depuis Colombo, il y avait quand même 5 heures de route, il a envoyé quelqu'un chercher cette attelle, parce que je fais du 47. Donc autant te dire que le 47, c'est pas une botte qu'ils mettent tous les jours au pied des blessés. Il me met cette botte au pied, voilà, lui-même, le directeur de l'hôpital me met cette botte au pied et me fait sortir de l'hôpital. Bon, immédiatement, on prend le temps d'appeler l'assurance voyage qu'on avait contractée, Chapka Assurance, qui est une excellente assurance voyage, hyper disponible, hyper professionnelle et compétente dans ce genre de situation. Et l'assurance me demande d'envoyer les diagnostics qui m'ont été faits et tout de suite, le coup près tombe auprès des spécialistes de l'assurance qui jugent que les diagnostics posés ne sont pas forcément très fiables. Donc l'assurance m'explique que par souci de sécurité sanitaire, on va devoir aller dans la capitale, retourner à Colombo, être transféré à Colombo pour passer de nouveaux examens dans un hôpital qui est beaucoup plus évolué. Dis donc, elle est pas mal cette assurance, hein. Écoute, Chapka Assurance, tu dis ? Chapka Assurance. Ouais. Et Chapka Assurance, c'est vrai quand on part dans des pays comme ça, alors c'est sûr qu'il y a les assurances des cartes bancaires, mais il y a aussi des assurances cartes bancaires qui ne couvrent pas forcément toutes ces situations qui sont un petit peu délicates. La santé, ça va très vite. Il faut savoir que quand on a des frais de santé engagés, ça peut aller très vite. Donc ça peut vraiment valoir le coup d'avoir une assurance voyage qui est spécialisée dans tout ça. Parce que pour le coup, la mienne m'a transféré à Colombo dans un hôpital privé qui s'appelle le Lanka Hospitals, qui est en plein cœur de Colombo. Et là, c'est le jour et la nuit. Clairement, l'hôpital en question est flambant neuf, il y a des moyens de folie, les chambres on dirait des suites, il y a des médecins par-dessus les couloirs, bon bref. Et donc on me refait faire une batterie de tests complète et là le coup près tombe, je n'ai pas seulement une entorse, j'ai une fracture déplacée. Et donc quand le chirurgien vient me voir en m'expliquant ça, il me dit là clairement, il faut déjà d'une part t'opérer pour remettre l'os dans l'axe une première fois et ensuite il faut qu'on ait l'aval de ton assurance pour te réopérer sur place parce que là les frais ne sont pas les mêmes quoi. Il y en a pour 10 000 € d'opération, il faut que l'assurance valide avant qu'on te fasse quoi que ce soit. Et donc l'assurance a quand même pris le temps, c'est une assurance hein, donc il faut quand même qu'ils prennent le temps de digérer le truc et de voir avec leurs experts si vraiment tout ce qu'on leur dit est justifié. Et au bout de 48 heures du coup le coup près tombe, donc je suis opéré une première fois en urgence pour me redéplacer l'os parce qu'il y a un risque de mauvaise consolidation, ça va très vite hein, de ce qu'on m'explique pour avoir une séquelle. Donc on me remet l'os dans l'axe et 48 heures après je suis de nouveau opéré dans cet hôpital. Et le chirurgien me pose une plaque dans le pied, donc je subis une ostéosynthèse, me pose une plaque dans le pied pour me garantir que je n'aurai aucune séquelle. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que ce chirurgien a vraiment pris le temps de m'expliquer en anglais les choses pas à pas et être certain que je comprenne bien ce qu'il va me faire. Et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de bienveillance, de prise en main, de prise en charge qui m'a énormément touché parce que dans ces moments-là, autant dire qu'on est fébrile, qu'on n'est pas bien, qu'on est complètement démuni. Moi, je maîtrise l'anglais, mais pas forcément les termes médicaux. Et il a vraiment pris le temps, tu vois, de me rassurer, de m'accompagner, de faire en sorte que toute l'équipe soit autour de moi. Et j'ai senti une espèce de prise en charge qui m'a fait un bien fou. J'étais rassuré d'être pris en charge par une équipe aussi compétente. Et derrière, quand j'ai pu rentrer en France, puisque forcément derrière tout ça, le rapatriement médical était inévitable, j'ai eu la confirmation par les médecins français que tout ce qui m'a été fait a été parfaitement fait, qu'on m'a fait des examens beaucoup plus poussés que ce qu'on m'aurait fait en France, et que la plaque que j'ai dans le pied, pour le coup, a été parfaitement posée. Je n'ai aucune séquelle aujourd'hui. Alors j'ai un bout de métal dans le pied, donc j'ai un petit côté robot aujourd'hui dans ma façon de me comporter, mais je n'ai pas de séquelles, quoi. J'ai pas de séquelles, et je pense depuis tous les jours à cette équipe qui m'a opéré, qui grâce à eux, je suis sur mes deux jambes aujourd'hui. Donc tu dirais que le service sanitaire finalement du Sri Lanka, il est plutôt de qualité quoi. Je dirais qu'il y a c'est assez disparate parce que cet hôpital-là est le premier dans lequel j'ai été, c'est le jour et la nuit. Ouais. J'imagine que dans beaucoup de pays, ça doit se poser ce genre de différence. Je pense qu'en France, on a quand même la chance de ne pas avoir ce genre de différence, quel que soit l'hôpital dans lequel on peut se rendre en France. J'imagine que la prise en charge est plutôt correcte. Là, pour le coup, j'ai vu un hôpital sans moyens et un hôpital privé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour un même pays, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, ce qui ramène au fait que si tu as de l'argent, tu peux te faire soigner de façon correcte. Si tu n'as pas d'argent, moi j'ai vu des gens arriver à l'hôpital, le premier, celui d'Anuradhapura, arriver en pleine nuit. Clairement, ils n'ont pas passé la nuit, quoi. Et quand tu quand tu vois les familles arriver, hurler parce que le coup près tombe, on l'a vécu, je t'assure que j'étais en larmes en permanence. Et quand le directeur de l'hôpital est venu me voir en me disant monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mal? Vous voulez qu'on vous donne de la morphine, quelque chose? J'ai dit non, monsieur, je pleure parce que je suis sous le choc. Ce que je vois me terrorise, en fait. Comment
Et donc tout ça, si tu veux, sur le coup, c'est difficile à vivre. Mais aujourd'hui, quand on me pose des questions sur cet événement-là, qui aurait pu être un événement traumatique, sur lequel je me dis le Sri Lanka plus jamais. Au contraire, je suis rentré de tout ça avec une espèce de dette où je me suis dit mais je veux un jour rendre à ce pays ce qu'il m'a donné. Je suis reconnaissant que ce pays m'ait aussi bien soigné. Je suis reconnaissant d'être français. J'ai de la chance d'être français et j'ai pas honte de le dire en fait. Quand tu vois derrière, on a eu cette période comme ça affreuse de Covid où il y a eu des choses qui se sont dites dans les médias, etc. de gens qui étaient contre ce qui pouvait se passer, etc. Moi, j'ai ramené ça à mon accident et j'ai ramené ça surtout à ce que j'avais pu voir dans certains pays en me disant mais on se rend pas compte la chance qu'on peut avoir quoi. Alors d'autant plus, tu le disais Julien, mais le Covid est arrivé quelques semaines après, à peine ce qui était arrivé au Sri Lanka. Donc du coup, là il y a eu rapatriement, vous ne pouviez plus continuer l'aventure du fait de ton état avec donc tout ce qui t'était arrivé, cette double opération. Et puis donc vous arrivez en France et là c'est le Covid. Exactement. Écoute, on a été rapatrié le 12 février 2020. On était bien loin de nous douter de ce qui allait se passer derrière. À l'époque où on est parti en tour du monde, le papa de Nicolas nous avait indiqué qu'il y avait 2 cas apparemment en Chine et puis quelques cas en Asie qui commençaient à circuler. Mais tu vois, on était bien loin, mais le monde entier était bien loin de se douter de ce qui allait se passer derrière. Donc quand on est arrivé en France le 12 février 2020, si tu veux, l'assurance a préféré nous rapatrier parce que ma blessure clairement nécessitait une convalescence puis une rééducation. Donc on aurait pu rester à l'étranger, mais si tu veux faire le choix de rester à l'étranger en étant handicapé, il y a aucun intérêt parce qu'on dépense de l'argent sur place pour rien. Donc on a fait le choix de suivre l'assurance, on est rentré en France dans l'idée de repartir dès que possible. J'étais censé repartir au mois de mai à la base. Sauf qu'on rentre en France le 12 février 2020 et là, clairement, un mois après, la France est confinée. En un mois, tout s'est dégradé, la France est confinée. On comprend que la situation est impossible pour un tour du monde. On relativise parce que forcément, le tour du monde, c'est... Mais quelque part, tu te dis que c'est difficile parce qu'on est rentré après avoir autant préparé ce projet, y avoir mis autant d'espérance, d'énergie, etc., que finalement, tout d'un coup, tout s'écroule, quoi. Le rêve de gosse s'écroule, on est confiné, donc on a bien le temps de repenser à tout ça. Ouais. C'est aussi dans cette phase-là, je pense que j'ai digérer ma blessure, que j'ai introspecté ce qui m'était arrivé et que j'ai eu ce sentiment encore une fois d'avoir une dette, non pas une dette, c'est pas une dette financière au sens premier, mais une dette mentale de me dire j'espère qu'un jour la vie fera que je pourrai repartir au Sri Lanka, ne serait-ce que pour remercier les gens. Tu vois, je trouve que dans la vie on se plaint toujours des choses, mais moi aujourd'hui j'ai la volonté de repartir au Sri Lanka pour remercier ces docteurs qui m'ont soigné, ces gens qui m'ont accueilli quand j'étais blessé, qui m'ont gardé dans leur maison d'hôte le temps que j'étais blessé, qui ont été d'une aide incommensurable, qui ont été présents, bienveillants, etc. Voilà. Et donc, c'est vrai que derrière, on a essayé de repartir en tour du monde entre les 2 confinements, mais l'Asie était encore bien fermée, donc impossible. On a attendu comme ça jusqu'en 2022. Et en janvier 2022, on était censé repartir en tour du monde. Et encore là, tu vois, malgré le fait qu'on a attendu d'être vacciné, qu'on a fait les 2 injections ou 3 injections, on s'est rendu compte que le monde était encore paralysé, quoi. Et nous, clairement, on ne veut pas voyager en ayant ce poids sur la conscience de dire que potentiellement, on va diffuser un virus même si on est vacciné, parce qu'on sait que derrière nous, on serait rapatrié, mais sur place, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Donc, ça nous a permis de switcher de projet. Voilà, on est passé sur autre chose et de nous dire que finalement, le tour du monde, c'est qu'une forme de voyage, ça ne s'arrête pas à ça, quoi. Alors, ce switch de projet, c'est quoi du coup ? C'est un switch, avant d'arriver sur l'envie de sortir un livre, mais ce switch de projet, c'était quoi ? C'était l'envie de repartir sur un projet professionnel ou c'était une forme de voyage finalement plus européenne ou comment vous envisagiez les choses ? Et écoute, la chance qu'on a eue, alors là je vais donner des remerciements, on remercie nos amis, nos familles, grâce à nos amis, nos familles, on a pu passer de maison en maison, être hébergés comme ça gratuitement, le temps de savoir si on allait repartir en tour du monde. Et donc le fait d'avoir nos amis et nos familles qui nous ont comme ça tour à tour hébergés, on n'a pas trop grignoté nos économies finalement qui étaient prévues pour ce tour du monde et on a fini par acheter une maison. Tu vois, on a switché de projet, on s'est dit que finalement à 37 ans c'était pas mal de penser aussi à l'établissement d'un camp de base, c'est-à-dire une maison qu'on allait habiter entre 2 aventures pour nous ressourcer, nous reposer, pour moi écrire mes récits, pour mon mari peaufiner ses soins puisqu'il est masseur bien-être. Et donc aujourd'hui le voyage comme ça vient ponctuer notre année et entre tout ça on rentre dans notre camp de base, etc. C'était un projet qu'on avait pour le retour du tour du monde. Alors c'est sûr qu'on n'aurait pas eu le même budget pour faire ce projet-là, on aurait certainement dû reprendre le travail avant de pouvoir souscrire un crédit immobilier, mais du coup les choses ont été faites différemment. On a mis toutes nos économies dans un projet immobilier et aujourd'hui on est propriétaire, quoi. Ce que j'entends également, c'est que ton mari Nicolas, lui, il a changé de domaine professionnel. Il est devenu masseur bien-être, hein.
Exactement. Écoute, il avait cette envie qui ne m'étonne pas. Nicolas est quelqu'un de bienveillant, d'attentionné, de tourner vers les autres. Et quand il m'a annoncé ça en plein confinement, c'était un souhait qu'il avait aussi, tu vois, un rêve de gosse qu'il avait depuis longtemps. Il s'est donné les moyens de se reconvertir, de s'auto-former au massage bien-être avec toutes les techniques, etc. Puis j'ai été cobaye, donc j'ai passé un super confinement, je te le cache pas, puisque du coup j'étais un cobaye quotidien pour qu'il puisse exercer. Et il a lancé son activité à Perpignan quand notre ami Léo à Perpignan nous a hébergés pendant 1 an. Il a pu s'exercer pendant 1 an auprès d'une vraie clientèle et de se faire une clientèle fidèle. Et aujourd'hui, mon mari est masseur itinérant, c'est-à-dire qu'il va de ville en ville. Et ce qui est bien, c'est qu'il s'imprègne de ses voyages. À chaque voyage qu'on peut faire, il rentre de ses voyages avec un massage différent. En Équateur, il a ramené du coup l'huile de Palo Santo pour faire un massage adapté, des techniques équatoriennes. Du Mexique, il a ramené la fleur d'hibiscus pour faire un soin à l'hibiscus. Et ainsi de suite. Là, on était au Maroc il n'y a pas très longtemps. Il a ramené du coup des huiles du Maroc, l'huile d'argan. Et donc, ces massages sont aussi le reflet des voyages qu'on peut faire et ça plaît énormément à sa clientèle puisque c'est hyper cohérent avec la vie qu'on mène, c'est hyper cohérent avec nos passions. Et donc, finalement, tu vois, dans toutes les mésaventures de la vie, l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces mésaventures. Et donc, pour le coup, elles ont aussi du positif puisque je te disais, on est d'un côté propriétaire, de l'autre, mon mari s'est reconverti. Et de mon côté, je fais aussi d'autres projets qui seraient peut-être pas nés s'il n'y avait pas eu tout ça, quoi. Alors depuis cette pandémie mondiale, bien des choses se sont passées et notamment des crises économiques. Le Sri Lanka traverse actuellement une crise économique sans précédent. Il se passe quoi au Sri Lanka ? On va en arriver ensuite à ce qui a déclenché chez toi l'envie de sortir un ouvrage. Mais d'abord, aujourd'hui, la situation économique, elle est comment au Sri Lanka selon les nouvelles que tu as ? Écoute, ça fait 3 ans que je suis en contact avec Soumit et sa famille. C'est une famille avec laquelle on a du coup vraiment sympathisé. C'est vraiment passé quelque chose. Même si on a passé 2 nuits chez eux, depuis 3 ans, on s'écrit très régulièrement. Et en fait, en fin d'année dernière, fin septembre, début octobre, Soumit m'envoie un appel à l'aide. Il m'explique clairement qu'il ne s'en sort plus financièrement, qu'il a dû arrêter toutes ses activités par manque de tourisme, puisque le Sri Lanka, il faut le rappeler, vit principalement du tourisme, même si au niveau local, ils ont des richesses, notamment le thé vert qui s'exporte mondialement. Mais en tout cas, le Sri Lanka vit aujourd'hui grandement du tourisme. Soumit m'explique que le tourisme est à l'arrêt, qu'il a dû arrêter la maison d'hôtes, qu'il a dû fermer son coffee shop et se reconvertir en épicerie locale. Quand on sait que le salaire moyen au Sri Lanka oscille entre 150 et 250 euros, on peut se rendre compte très vite de la difficulté que c'est de tenir, quoi. Et donc, il m'envoie un message à l'aide, d'appel à l'aide, et en gros, il me demande de l'aider à quitter son pays. Et immédiatement, quand il m'envoie ça, je me sens complètement dépourvu. Je me demande, mais concrètement, qu'est-ce que je peux lui répondre ? Enfin, c'est terrible. Et surtout, je pense à sa vie, auprès de sa femme, auprès de sa belle-maman. Et je me dis, mais c'est terrible de vouloir quitter son pays. Et en même temps, moi, je suis un petit-fils d'exilés. Mes grands-parents sont serbes, ont quitté la Serbie du temps de Tito aussi et de Milosevic. Donc, je peux comprendre ça, des peuples qui quittent comme ça leur pays pour des raisons politiques ou économiques. Et donc, ça me ramène à tout ça en me disant, c'est terrible et je dois faire quelque chose. Et donc, mon ami m'écrit ça, je lui dis, écoute, je te promets, là je monte à Paris pour le travail, je te promets d'aller à l'ambassade du Sri Lanka et de prendre des renseignements et de te les donner. L'ambassade, évidemment, m'explique que c'est hyper compliqué, voire impossible, à moins d'avoir de la famille sri-lankaise en France, déjà bien établie, c'est tout à fait illégal, c'est pas une voie possible et pas envisageable. Et c'est pas forcément la voie que je voulais conseiller à mon ami non plus, j'avais plus dans l'idée de faire quelque chose pour l'aider à tenir et l'aider surtout à garder espoir et à rester auprès des siens. Et donc, immédiatement, j'ai eu l'idée de mettre en forme ce récit de voyage que j'avais déjà grandement avancé lors de mon voyage au Sri Lanka, de reprendre toutes ces notes et de les mettre en forme pour en faire un vrai livre. Donc je te disais tout à l'heure, j'ai très peu travesti le récit, je l'ai presque pas modifié, j'ai juste corrigé les coquilles d'orthographe évidemment, et j'ai ajouté des remerciements, des dédicaces pour mes amis qui me sont chers, et j'explique dans ce livre que du coup 100% des bénéfices sont reversés pour cette famille, et je me suis dit que le meilleur moyen de parler de ce bouquin, c'était les réseaux sociaux. J'ai fait une petite vidéo qui a fait le tour et qui a permis d'écouler déjà 50 exemplaires en quelques jours. C'est qu'un départ, encore une fois. Là, tu vois, on en est à 300 euros de bénéfices sur le livre. Et comme je te disais tout à l'heure, le salaire moyen au Sri Lanka, c'est entre 150 et 250 euros par mois. Donc, en fait, très rapidement, on a déjà un 13e mois garanti pour cette famille et je veux aller plus loin. Et ce que je ne savais pas, surtout au moment d'écrire ce livre, c'est que mon mari m'a fait une surprise énorme. Sous le sapin de Noël cette année, j'ai eu des billets d'avion pour repartir au Sri Lanka. Je repars en solo 45 jours cet été au Sri Lanka et je vais avoir l'immense
bonheur de pouvoir remettre cette cagnotte à cette famille, de voir concrètement sur place comment les aider et surtout d'aller revoir aussi tous les médecins qui m'ont soigné, tu vois, pour leur dire à quel point je leur suis reconnaissant, quoi. En 2021, pour la petite info, entre les confinements, j'ai fait le chemin de Compostelle. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable physiquement de tenir encore le choc. Tu sais, quand tu as eu ce que j'ai eu, on se pose la question, est-ce que physiquement on va tenir sur de longues distances? Et le chemin de Compostelle, c'est donc 750 km entre le Puy-en-Velay et Saint-Jean-Pied-de-Port. Chaque seconde de cette marche, j'ai pensé à ces docteurs. À chaque fois qu'il y avait des heures de marche, je pensais à ces docteurs et je me disais, mais mon Dieu, à quel point je suis reconnaissant du fait d'être sur mes deux jambes, de pas avoir de séquelles, pas avoir de douleurs, tu vois. Donc je trouve que c'est hyper important dans la vie. Et ce livre, c'est aussi ce reflet de mon évolution. C'est-à-dire que je ne veux plus aujourd'hui être un voyageur qui voyage uniquement pour son plaisir personnel et unilatéral. Je veux rendre au pays ce qui me permet de vivre. Le Sri Lanka m'a apporté énormément de souvenirs. J'ai rencontré des gens fabuleux, cette famille qui est du coup chère à mon cœur aujourd'hui. Et je veux rendre au pays ce qui me permet de vivre. Donc pour moi, les écrits, ces livres, c'est un moyen de faire ma petite part du colibri, comme on dit, et de rendre un petit peu au pays ce qui m'a permis de vivre grâce à lui, quoi. Sri Lanka, le faux départ, c'est un livre de 222 pages. On l'a dit tout à l'heure, c'est un livre qui était auto-édité. On le retrouve sur ton site internet que tu as créé pour l'occasion spécialement. C'est le www.julienpiraud.com. Piraud, ça s'écrit Piraud.com. De toutes les manières, on va évidemment laisser toutes les infos sur la description de ce podcast Les Aventuriers. En tout cas, on y retrouve dans cet ouvrage des petites cartes, parce que tu nous expliques quel a été votre trajet au Sri Lanka. On y découvre également finalement le jour par jour quel a été votre voyage. Donc on voit bien jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et puis on y retrouve également de belles aventures à lire, à découvrir. Il y a vraiment de tout dans ce livre, parce que j'allais dire il y a aussi des bons plans. Bah oui, on retrouve ce qui vous a fasciné là-bas au Sri Lanka, ce que vous avez vu qui vous avait vraiment plu, ce que vous avez goûté côté culinaire et gustatif. Bref, c'est vraiment un ouvrage à avoir chez soi ou à offrir, pourquoi pas, c'est possible. Sri Lanka, le faux départ, 222 pages. Un faux départ pour un vrai départ finalement ? Oui, c'est ça, le titre du livre, le faux départ, c'est le faux départ en tour du monde, mais c'est aussi un nouveau départ vers autre chose. Ce que j'aime à dire dans la vie, c'est vraiment ma philosophie aujourd'hui, c'est de se dire, dans la vie, peu importe ce qui nous arrive, l'important c'est ce qu'on en fait. Et c'est vrai que je suis hyper touché quand on me fait ce genre de retour, mais je le fais pas pour la gloire, je le fais vraiment pour moi. C'est-à-dire que transformer le négatif en positif, je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses. Dans la vie, il y a toujours des épreuves qui nous impactent, mais pour pouvoir grandir, il faut être capable de les assimiler, de les digérer. Tu vois, cette épreuve m'est pas arrivée pour rien. Elle m'est sûrement arrivée... Je l'ai ramené aussi au fait, comme je disais tout à l'heure, d'être quelqu'un qui prévoyait beaucoup trop les choses. Je suis parti dans ce tour du monde, tu vois, pour la petite info. Je suis parti dans ce tour du monde en me faisant arracher certaines dents qui étaient un petit peu potentiellement des évolutions négatives. Je me suis fait enlever des grains de beauté parce que je me suis dit peut-être qu'un jour ils finiront par... Enfin, j'ai été vraiment dans l'extrême. Et quand je le dis aujourd'hui, je souris, mais j'ai été dans l'extrême de baliser tout ce que je pouvais préparer en me disant pendant 2 ans je kiffe, quoi. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas, on a beau prévoir un maximum de choses en amont, il y a toujours quelque chose que t'as pas prévu. Donc aujourd'hui, tu vois, je suis ravi que ça me soit arrivé. C'est dur, c'est une claque, clairement c'est une claque, mais une claque que j'ai pris comme un signe de la vie, de me dire attends, Julien, arrête de te mettre la rate au courbouillon, vis les choses comme elles viennent, prends la vie comme elle vient. Aujourd'hui, quand on part en voyage, on est beaucoup plus détendu, on part hyper léger, on part sans matos, on part avec un itinéraire mais global, c'est-à-dire qu'on survole un peu le pays pour avoir une idée globalement de ce qu'on peut y vivre, mais on va pas dans le détail jour par jour à qu'est-ce qu'on va y faire, parce que finalement sur place, tu vois, il y a toujours des rencontres avec les locaux qui vont bouleverser tes plans, il y a toujours un touriste qui va t'indiquer un truc à faire, il y a toujours un truc que tu n'avais pas prévu. C'est comme au Sri Lanka par exemple, un soir on était à 22h rentrés dans notre maison d'hôte et on a un internaute qui nous dit sur Instagram les gars, là vous êtes juste à côté d'une plage où il y a les tortues qui viennent pondre la nuit, il faut absolument que vous y allez. Donc à 22h30 on reprend un tuk-tuk, on part en direction de cette plage et là on vit une expérience incroyable, c'est-à-dire qu'on fait la rencontre d'une équipe, alors attention, qui est dans le respect de la tortue, c'est vraiment une association qui a été mise en place pour lutter contre le braconnage et qui aujourd'hui est obligée de récupérer les œufs des tortues parce qu'elles sont braconnées par l'homme. Donc c'est-à-dire c'est des hommes qui ont fait de la merde et c'est des hommes qui sont obligés aujourd'hui de faire ce qui ne serait pas censé faire, c'est-à-dire protéger les œufs des tortues. Bon bref, donc on va vivre cette expérience, on voit une tortue arriver sur la plage, on la voit pondre et c'est incroyable. En fait, c'est des moments comme ça qui sont suspendus et tu vois qui n'étaient pas du tout prévus. Donc si on avait voulu trop baliser notre itinéraire à rester dans les clous, on serait sûrement passé à côté de cette expérience. Donc finalement aujourd'hui, le conseil que j'ai envie de donner aux gens, c'est laissez-vous porter, quoi.
Sri Lanka, le faux départ. C'est un livre de 222 pages. On l'a dit tout à l'heure, c'est un livre auto-édité. Les bénéfices qui seront reversés à la famille de Soumit dont on a parlé aujourd'hui. Et puis donc, Julien, toi, tu vas retourner au Sri Lanka dès que possible, l'été prochain certainement, pour 45 jours, pour voir sur place comment répartir l'argent qui a été récolté avec ce livre. Et donc surtout voir comment aider cet ami Soumit avec sa famille à rester auprès des siens et à rebondir lui également. Merci beaucoup Julien, je rappelle qu'on retrouve cet ouvrage Sri Lanka, le faux départ sur ton site internet www.julienpiraud.com, P-I-R-A-U-D pour Piraud. À bientôt Julien. Merci Florent, à bientôt, salut. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode du podcast Les Aventuriers. À très vite avec une nouvelle aventure. Les Aventuriers. www.lafabriquaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com.